Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie Un Point un Trait, la librairie de l'Odève, située au 6 bis, boulevard de la Liberté. Le principe de ces rencontres est de permettre de découvrir un auteur, un artiste, à l'occasion d'un échange en public, sous forme de débat, de discussion ou de conférence. La librairie Un Point un Trait accueille aujourd'hui Monsieur Jacques Molena. Jacques Molena, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez collaboré à Midi Libre, L'Express, L'Événement du Jeudi, La Croix, Marianne, La Gazette de Montpellier, l'Hebdomadaire Sud. Et votre dernier ouvrage paru aux éditions Kern, Voyage indiscret chez les francs-maçons du Midi, retrace les différentes loges et réseaux de la franc-maçonnerie de Toulouse à Nice, en passant évidemment par Montpellier, mais aussi Saint-Chinian. J'ai pas vu l'Odève. Non, je n'ai pas creusé l'aspect lodévois, mais il doit exister. Vous avez aussi participé au Petit Lexique amoureux de Montpellier. Oui. Comment s'est fait cette première collaboration à cet ouvrage ? La collaboration Au Lexique amoureux. au Lexique amoureux, eh bien, c'est une initiative des éditions Kern, mise en œuvre par Julie Déco, qui a consisté à rassembler autour de l'image de Montpellier, de la représentation de Montpellier, une vingtaine d'auteurs très différents et qui donnent une image de Montpellier beaucoup plus diversifiée que celle qui est propagée par les offices de tourisme. Très bien. Et votre collaboration dans ce Alors lexique ? moi, j'ai collaboré autour de 6-7 articles, Georges Frêche, Louis Nicolin, les francs-maçons, bien entendu, le plan Cabane où je vis, la librairie Sorams qui est là depuis un demi-siècle à Montpellier. Enfin voilà, donc à peu près 6-7 articles à l'intérieur de cet ensemble. Revenons sur cet ouvrage pour lequel vous êtes ici présent, Voyage indiscret chez les francs-maçons du Midi. En début de livre, vous citez Pierre Dac, qui interroge sur la différence entre tolérance et fraternité, et la définition qu'il donne: la tolérance, c'est d'accepter qu'il y a des imbéciles en franc-maçonnerie, la fraternité, c'est de ne pas donner de nom. J'ai envie de dire, êtes-vous fraternel ? Ou quelle est votre définition de la fraternité, sachant le nombre de noms que vous mettez ? Non, je trouve merveilleuse cette apostrophe de Pierre Dac, qui lui-même était franc-maçon, justement, et qui met le doigt sur un peu l'aspect abusif, je crois, de la notion de secret appliquée à la maçonnerie. Il y a une discrétion, un secret qui est entretenu depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui, peu à peu, s'évapore. Donc, mon idée, c'était quand même, à partir du moment où des francs-maçons ont une responsabilité publique, qu'il n'y a aucune raison que ce soit caché. Donc, c'était ça un petit peu le principe qui m'a animé, d'arriver à bien détecter les réseaux, qui dans les réseaux, dans la représentation politique, dans la responsabilité économique. On y viendra un petit peu plus en détail au fur et à mesure de la progression de notre échange. Mais je vais reprendre tout le début. Vous mettez un petit index qui est assez rigolo, puisqu'il y a des termes comme compas et équerre que tout le monde connaît. Ne sont pas forcément utilisés comme ceux qui pratiquent régulièrement des mathématiques ou de la géométrie, semble-t-il. Mais il y a aussi des termes que on peut utiliser dans le langage courant, me semble-t-il, tels que plancher ou blackbouler, qui, pendant ses études, n'a pas planché sur un devoir ou un contrôle. Et qui ne s'est pas fait blackbouler. Et qui ne s'est pas fait blackbouler. Quelle est l'influence ? Est-ce que ça marque l'influence dans le monde commun de l'influence de la franc-maçonnerie, le fait qu'on utilise des termes comme ça, ou ça n'a rien à voir ? Je pense que ces termes sont destinés à tisser des liens de fraternité et peut-être même à occulter quelque part la réalité de l'insertion dans la vie professionnelle politique. Donc il y a un aspect ésotérique qui effectivement imprègne souvent les relations des francs-maçons entre eux et des francs-maçons vis-à-vis de l'extérieur.
Très bien. Aussi, au début, il y a quelque chose qui m'a interpellé, vous nommez les 110 tribus. Alors, tribus, j'imagine que ce sont ensuite un certain nombre de loges que vous citez. Oui. Bon, il y en a tout un paquet, d'autres nombreuses, connues, pas connues, surprenants ou pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu s'il y a des différences entre ces différentes loges ou quelles sont-elles? Parce que vous mettez parfois en italique des choses. Je vais prendre les 3 premières, par exemple. Vous dites le Grand Orient de France, laïque. Oui. La Grande Loge de France, spiritualiste. Donc il faudra que vous nous disiez un petit peu de quoi il s'agit. Grande Loge nationale française, déiste. Le droit humain, laïque. La Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, la Grande Loge féminine de France, la Grande Loge mixte de France, la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra. Enfin bref, il y en a toute une belle collection. Oui. Semble-t-il 110. Approximativement. Y a-t-il des différences ou quels sont les sens des unes? Il y a de très très grandes différences entre les obédiences. Bon, la première d'entre elles, le Grand Orient de France, est de tradition laïque, et puis la Grande Loge de France, elle, est de tradition spiritualiste. Pas pour illustrer ça, il faut savoir que quand un franc-maçon quand un profane entre comme franc-maçon à la Grande Loge de France, il jure sur la Bible. Il est arrivé même que parfois s'ajoute, quand il s'agit d'un musulman, il additionne, il ajoute à la Bible le Coran. Donc il y a cette volonté d'engagement spirituel ou de référence spirituelle chez les francs-maçons, pas nécessairement religieuse, mais spirituelle. Ils ne sont pas nécessairement religieux, mais si vous prenez la Grande Loge nationale de France, la GDNF, qui a joué un grand rôle, eh bien les gens qui adhèrent à la GDNF sont souvent des catholiques fervents. Donc vous avez des catholiques fervents qui sont membres de la GDNF et des laïcs pur sucre qui sont membres du Grand Orient. Et ça, aujourd'hui, les obédiences se sont très diversifiées, éparpillées. Il y a des micro-obédiences qui n'ont pas plus de 150 membres, d'autres encore plus petites. Et c'est pour ça qu'on arrive à un chiffre de 110 qui n'est pas définitif d'ailleurs, parce que c'est peut-être 115, c'est peut-être davantage. Qui signifie que pour créer une loge, il n'y a pas besoin d'être rattaché à quelqu'un ou quelque chose ou un organisme. Parce que si vous dites qu'il y en a des il vaut mieux être dans la démarche maçonnique, il vaut mieux être déjà initié pour créer à côté ça arrive, hein, des gens ils quittent une obédience et ils en créent une autre, c'est fréquent. On verra un petit peu le fonctionnement plus tard parce que vous progressez sur le livre, mais ce que j'ai trouvé assez étonnant à la lecture, c'est qu'il présente, il dénonce, il relate, je ne sais pas trop quel terme utiliser pour montrer les subtilités qu'il y a dans l'ouvrage, mais c'est surtout un comportement de réseau qui semble justifier l'écriture du livre. Pourtant, il n'y a pas d'animosité, comme si vous étiez détaché du propos que vous écrivez. Est-ce que c'est finalement le style d'un journaliste désabusé? Ah non, je suis surtout pas désabusé, mais j'ai une fois, les journalistes en général, il faut qu'ils soient à la fois proches de ce qu'ils décrivent et assez éloignés pour avoir du recul et être détachés. Donc oui, j'assume à la fois la proximité, parce que je connais beaucoup de francs-maçons, je parle avec eux, ils me parlent, enfin c'est surtout eux qui parlent avec moi, et puis en même temps, je les mets à distance. Donc c'est ce double mouvement, mais qui est celui du journaliste de base, je dirais. Et si des francs-maçons parlent avec vous, c'est qu'il n'y a pas tant de secrets que ça. Pourtant, il y a un grand mystère qui tourne souvent autour du terme de franc-maçon. Mais oui, d'abord, c'est le côté cénacle, le côté le rituel, l'entrée dans l'obédience. Et, enfin, tout ça est environné de secrets. Il y a l'obligation qui est de moins en moins respectée quand un franc-maçon peut dire « je suis franc-maçon », a priori, il lui est interdit de dire « un autre est franc-maçon ». Mais bon, à mon avis, c'est des obligations qui, aujourd'hui, s'évaporent.
C'est plus de l'ordre du moral, peut-être? Oui, du réseau. C'est un peu ce que j'ai voulu montrer. Alors, ce livre comporte plusieurs parties. La première, c'est surtout une présentation de tous ces réseaux liés à la franc-maçonnerie, de Toulouse à Nice. On va essayer de s'intéresser à Montpellier parce que ça a l'air assez compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que là, ce que vous présentez, à un moment donné, c'est surtout le lien entre le politique et le milieu économique. Oui, c'est un angle que j'ai choisi. Voilà, j'imagine. Je n'ai aucune prétention à être exhaustif dans ma présentation de la maçonnerie. Je le prends sous l'angle de la politique, de la présence dans la société et d'une évaluation du rôle réel que joue la franc-maçonnerie dans la société régionale. Que j'examine ville par ville. Et justement, sur cet angle, on va dire, économico-politique, oui. Est-ce que justement le rôle de l'économique n'est pas de créer un maximum de carnets d'adresses, puisque le carnet d'adresses est aussi le chiffre d'affaires potentiel, oui. Et en parallèle, le politique, avoir un réseau sur lequel s'appuyer, c'est aussi des électeurs potentiels. Est-ce que c'est pas normal que ces réseaux se croisent, et la franc-maçonnerie est un des réseaux? Oui, c'est l'un des réseaux, mais j'ai parfois pensé que c'était le réseau des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence, même si ça fonctionne un peu pareil, entre un réseau maçonnique qui est enveloppé a priori de secrets, et puis le réseau des élèves d'une grande école qui sont... c'est public, n'importe qui peut savoir qui sont les anciens de Polytechnique ou du lycée Joffre à Montpellier. Par contre, il y a une ignorance entretenue. A priori, il y a un secret qui enveloppe les réseaux maçonniques. C'est quand même une grande différence. Bon, secret, pas tant que ça, puisque vous révélez quand même un paquet oui, mais d'histoires. parce que je fais l'effort d'aller chercher qui fait quoi. Et donc, effectivement, c'est ça qui m'a mobilisé, disons. Alors, sans rentrer dans l'intégralité des révélations que vous donnez dans le livre, comme ça donne envie d'y plonger, mais justement, on va rester sur le côté montpelliérain, parce que Toulouse nous intéresse peut-être un peu moins. On va laisser cette guerre entre les deux métropoles régionales, et on va en valoriser une au hasard. Oui. Donc, sur Montpellier, quels sont justement ces liens? Parce que là, vous parlez de la chambre de commerce, vous parlez de la mairie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Il y a une petite anecdote qui donne envie de plonger. Il y a d'abord un phénomène propre à Montpellier, c'est que le maire de la ville, Philippe Sorel, est franc-maçon. Et c'est la première fois depuis à peu près un siècle. Il y a eu un autre maire franc-maçon, je crois, autour des années 30. Mais c'est quand même une caractéristique. D'ailleurs, j'ai intitulé le chapitre Montpellier un initié aux commandes. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est la démarche de Philippe Sorel pour devenir maire de Montpellier. Il s'est appuyé, c'est ça, je crois que c'est l'une des informations du livre, sur un noyau de francs-maçons de sa loge, donc il a été vénérable de sa loge. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans son équipe, enfin, d'abord, lors de sa campagne électorale, il s'est appuyé sur un noyau, disons, de 5-6 membres de sa loge, qui est une loge de la Grande Loge de France, spiritualiste. Et d'ailleurs, l'un de ces disons, accompagnateurs, qui a participé à la campagne électorale, qui aujourd'hui est à la tête de la Société des Transports de Montpellier. La TAM. La TAM. Il s'appelle Abdel El Kantoussi. Il est musulman. Et il est un de ceux qui ont accompagné Sorel depuis le début, membre de sa loge. Et Abdi El Kantoussi, et justement, quand il a prêté serment, quand il a été initié, il a juré sur, à la fois, j'en parlais tout à l'heure, la Bible et le Coran. Et le Coran. Et ça, c'est même...
Ça avait été même un peu organisé par Philippe Sorel. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de Montpellier, c'est la conquête d'une ville à partir des réseaux, et en particulier à partir du réseau maçonnique. Et est-ce que justement sur ce type de démarche, sur les maires précédents, bon, on a tous souvenir de Georges Frêche, est-ce que de la même façon c'était appuyé sur ce type de réseau ou pas du tout? C'était le concours de circonstances pour l'élection de... Si, en partie. En partie parce que Georges Frêche a toujours caressé la franc-maçonnerie dans le sens du poil. D'abord, il avait des très proches collaborateurs, francs-maçons, son directeur de cabinet, plusieurs adjoints, enfin, et il privilégiait, dans une certaine mesure, le réseau maçonnique. Mais ce n'était qu'un des multiples réseaux sur lesquels il s'appuyait, parce qu'il s'appuyait sur les protestants, les catholiques, les homosexuels, enfin bon, la diversité de la ville, il voulait la reconstituer à l'intérieur de son conseil municipal. Mais la franc-maçonnerie, il a eu toujours un... Alors, il est historien, donc il connaît l'importance historique de la franc-maçonnerie, et il s'est vraiment appuyé sur les réseaux maçonniques. Il faut savoir qu'il il y avait à Montpellier un immeuble où se trouvaient entreposés les décors du théâtre, et il a décidé de l'attribuer aux obédiences maçonniques de Montpellier. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'aide de Beaucerville, se trouve le principal temple maçonnique de Montpellier, et c'est une propriété municipale, une décision de Georges Frêche. Donc il savait faire des fleurs à la maçonnerie. Le fait-il qu'à la maçonnerie, en fait, l'intérêt de savoir, c'est si effectivement c'est une valorisation de ce type de réseau ou c'est une équité sur toute association, parce que j'imagine que les structures de la franc-maçonnerie, c'est associatif. C'est exact. Il n'y avait pas que la maçonnerie, mais la maçonnerie à Montpellier, avec Georges Frêche, était l'objet de soins particuliers. Et lui-même... par exemple, quand s'annonçait une campagne électorale, par exemple pour la régionale, il se faisait inviter sur toute la région par des loges, et au cours de ces loges, il traitait de tel ou tel aspect de la vie politique, sociale. Ça s'appelle des tenues blanches fermées ou ouvertes. Là, c'était des tenues blanches ouvertes c'est-à-dire qu'elle pouvait être ouverte à ce qu'ils appellent des profanes, donc des gens qui n'étaient pas membres de la maçonnerie. Donc Frêche a beaucoup cultivé ses appuis maçonniques. Cela dit, là, si vous dites qu'il y a des tenues blanches ouvertes ou fermées, ça signifie que d'autres invités peuvent être présents. Oui, mais je pense qu'il y a un désir chez certains maçons de s'ouvrir, une volonté qui n'est pas nécessairement partagée par des francs-maçons qui disent attention, on se renie nous-mêmes en s'ouvrant trop. Donc il y a des freins assez importants à l'adoption, enfin à l'ouverture. D'ailleurs, je l'ai constaté parce que... J'allais y revenir, c'est-à-dire en début de livre, vous évoquez votre présentation auprès d'une loge ou d'une obédience et le conflit ou l'échange. Apparemment, vous avez l'air de dire que c'était très chaleureux, de s'échange des oppositions. Ça se passait peu après que j'ai fait dans l'Express un cahier, un supplément consacré à la franc-maçonnerie de Perpignan. Et j'avais été invité, et ça s'est déroulé juste après, par une loge, mais par un club maçonnique, regroupant des gens de toutes obédiences. Et il m'avait demandé de parler des relations entre le journalisme et la maçonnerie. Et donc, j'ai développé mon point de vue, j'ai été interrogé, et puis j'ai constaté que vraiment, il y avait une grande différence d'un franc-maçon à l'autre par rapport à cette ouverture sur l'extérieur que représente le journalisme. Et le journalisme, c'était
enfin, l'intervention journalistique en franc-maçonnerie était vraiment vécue comme quelque chose d'insupportable par certains francs-maçons. D'autres qui disaient, mais il n'y a aucune raison que des journalistes s'interdisent de parler de la franc-maçonnerie. Et en même temps, j'avais constaté l'intérêt de la démarche, enfin de l'organisation du débat en maçonnerie. Et ça, c'est vraiment formidable. Vous pouvez en dire un petit peu en détail, parce que c'est vrai que c'est un tout petit chapitre, c'est vraiment un petit paragraphe à l'intérieur, mais on sent que vous avez ressenti une espèce d'échange viable dans des débats qui avaient l'air très opposés. Mais, par exemple, bon, on voit à la télé, on entend à la radio des débats absolument bordéliques, les gens se coupent, les gens... On se souvient des émissions de Pollack il y a très longtemps enfin, pour certains. Pratiquement, le bordel est organisé, mais les francs-maçons, c'est beaucoup plus organisé. D'abord, celui qui parle ne doit pas être interrompu, il parle le temps qu'il faut. Si on veut le contredire, on demande au président de séance de prendre la parole. De prendre la parole. Et tout ça se déroule dans le calme. Et moi, je pense que ça, c'est le meilleur de la franc-maçonnerie. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et il y a peu de lieux où on peut, comme ça, discuter tranquillement, dans le calme. Et je pense que ça, c'est vraiment un atout de la maçonnerie. Alors, pour reprendre un petit peu ce lien entre politique et milieu des affaires, c'est assez étonnant parce que dans le livre, j'ai pas l'impression qu'il y a eu... qu'il y a un acte de dénonciation fort sur l'action elle-même, c'est-à-dire que vous ne reprochez pas l'existence de réseaux, mais je me demande si sous-jacent, c'est pas une question de morale que vous soulevez. C'est-à-dire que justement ce lien que pourrait exister de l'influence de la franc-maçonnerie, et donc le milieu des affaires ou le milieu politique s'appuie sur ce réseau-là. Oui. Le reproche que vous faites n'est pas qu'il s'appuie sur ce réseau, parce que ce sont des milieux de réseau, mais c'est plutôt une interrogation, enfin c'est ce que j'ai perçu en lisant, sur est-ce que c'est moral de s'appuyer sur ce type de réseau secret, de manière insidieuse, pas connu du public? Oui, non, c'est pas une question que je pose apparemment. Bon. Je l'ai senti sous-jacente, peut-être je me trompe. Comment dire, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que on ne peut pas parler de la franc-maçonnerie comme d'un tout homogène. C'est-à-dire, je crois que c'est une erreur de parler de la franc-maçonnerie comme une entité, alors que, je l'ai montré tout à l'heure, c'est extrêmement diversifié d'une obédience à l'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'aspect... je dirais qu'à la limite, la franc-maçonnerie est plus utilisée qu'elle l'utilise. C'est-à-dire que souvent, on la dépeint comme une entité qui va partout, qui s'introduit. Dans les faits, non. Dans les faits, elle est... sauf dans les réseaux. Et à mon avis, c'est ce qui émerge le plus, je crois, dans mon enquête, c'est cet aspect de réseau. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est que de ce qu'on connaît de la maçonnerie, c'est justement ce qu'on imagine de cette influence de réseau. Et du coup, ça a envie de me poser la question, est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'y passe ou à quoi ça sert, la franc-maçonnerie, si ce n'est pas du réseau? Voilà, c'est du réseau. Par exemple, le Lions Club, le Rotary Club sont des réseaux. Les associations d'anciens élèves, c'est des réseaux. La franc-maçonnerie, c'est un réseau, mais c'est un réseau dont la puissance est liée au secret. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va vers des structures, je dirais, paramaçonniques. À Montpellier, le club... 50 Non, il y a le club 50 qui est un réseau interne à la maçonnerie, et puis il y a le cercle Mozart. Et alors le cercle Mozart, c'est intéressant parce que ça a été créé par des francs-maçons, mais qui recrutent aussi des profanes. Donc à la limite, des profanes arrivent au cercle Mozart,
Et c'est ce que m'avait expliqué le fondateur, le président Fromont. Michel Fromont, qui était, je coupe aussi, un ancien président de la Chambre de commerce, si j'ai oui, bien noté. Un personnage très important à Montpellier, ancien président du tribunal de commerce, il a été président aussi, vice-président de la Chambre régionale de commerce, donc personnage important aussi dans les travaux publics. Et il m'avait dit qu'aujourd'hui, avec le Cercle Mozart, ça permettait à des gens qui viennent à l'intérieur comme profanes d'être un peu séduits par la maçonnerie. Donc ça peut être un sas d'entrée vers la maçonnerie. En même temps, le recrutement du Cercle Mozart, c'est vraiment un recrutement élitiste. C'est-à-dire on prend surtout des chefs d'entreprise, des hommes politiques, enfin non, des hommes politiques qui n'en veulent pas. Surtout essentiellement des gens qui ont une responsabilité dans la cité. Et voilà, ils sont maintenant plus de 300. Le Cercle Mozart est en train d'essaimer à Nîmes, je crois à Sète, peut-être à Béziers. Enfin bon, ça va proliférer. C'est en train de proliférer. Donc là, c'est l'affichage officiel d'un réseau d'affaires, ou pas que, mais du coup, parce que je ne l'ai pas tellement vu, à part sur le dernier chapitre dont on reviendra, mais quel est, à ce moment-là, le sens ou la raison d'entrer en loge ? Mais à mon avis, il y a plusieurs motivations. La motivation la plus pure, la plus sincère, c'est le désir de s'améliorer soi-même et en s'améliorant, d'améliorer la société. Les francs-maçons ont une expression « polir sa pierre ». Donc on polit sa pierre à l'intérieur, on réfléchit, on débat, on s'améliore et on améliore la société. Ça, c'est vraiment la motivation des gens les plus sincères. Et puis, il y a aussi, pour schématiser un peu, des gens qui savent que c'est un lieu qui ouvre sur les pouvoirs et qui se disent, grâce à mon entrée, grâce à ma qualité de franc-maçon, je vais avoir accès à des personnages intéressants, à des opportunités de carrière, et tout ça, c'est un mélange. Il peut y avoir même un mélange des gens qui sont à la fois sincères dans leur adhésion et puis en même temps se disent pourquoi pas. Moi j'ai discuté avec un cuisinier qui m'avait dit il était vraiment il n'avait pas du tout fait d'études et pour lui entrer en maçonnerie c'était vraiment l'école du soir. Il était en contact avec des gens intéressants, avec des gens qui avaient du savoir, il participait aux débats, aux tenues, etc. Et pour lui, c'était quelque chose de stimulant, de valorisant. Et il parlait de ça comme presque d'une nouvelle naissance. Donc ça peut être impressionnant, ce qui est appris par certains en maçonnerie. Et justement sur ce contenu, parfois vous nommez souvent les différentes obédiences, que ce soit alors la Grande Loge de France ou le Grand Orient. Alors, est-ce que c'est un ressenti sur la lecture ? Il y en a un qui est plus axé, somme toute, chef d'entreprise, et l'autre peut-être un peu moins. Enfin, c'est ce que j'avais un peu ressenti dans ce que vous décriviez, parce que souvent, dans les critiques qui sont abordées, c'est le Grande Loge de France, et puis un peu le Grand Orient. Donc, est-ce que ce sont vraiment des milieux ou des spiritualités différentes entre ces deux grosses tendances de loge ? La spiritualité, elle se manifeste davantage, à mon avis, à la Grande Loge de France ou à la GLNF. Le Grand Orient, de tradition, se veut très appuyé sur la laïcité, défend mordicus la laïcité. Ça, c'est le Grand Orient, ça. Le Grand Orient. Oui, donc, on peut considérer que c'est vraiment la laïcité, le cheval de bataille du Grand Orient. Pas du tout la Grande Loge de France et pas du tout la GLNF, qui sont dans des démarches plus spiritualistes, disons. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, vous avez là une liste de noms, ou c'est plutôt
des thèmes, vous parlez du shérif, vous parlez de l'effervescent, du chirurgien. Là, c'est une façon de nommer bien précisément des hommes ou des femmes, non, des hommes surtout. Oui. Je n'ai pas vu de femmes beaucoup. C'est un phénomène aussi. La franc-maçonnerie est peu inscrite chez les femmes. En gros, il y a des loges féminines, il y a des obédiences féminines, il y a des obédiences mixtes, mais on évalue à peu près à 20% à l'intérieur de l'effectif global la proportion des femmes. Donc il y a même des loges qui sont strictement fermées parce que le Grand Orient, après avoir beaucoup discuté, a admis l'initiation de femmes. Mais aujourd'hui, à l'intérieur du Grand Orient, elles sont peut-être 5%, 10%. Mais il est arrivé qu'il y ait des loges du Grand Orient masculin qui soient présidées, dont les vénérables soient des femmes. Mais moi, j'ai discuté avec des francs-maçons du Grand Orient complètement fermés à l'idée de la mixité, d'ouvrir leur loge à des femmes. C'est vraiment... Même si expliquant que c'est pas possible de discuter de manière sérieuse avec des femmes. Enfin, ah ben oui, c'est des points de vue qu'on entend et qu'on entend surtout parce que la Grande Loge de France est uniquement masculine et la Genève aussi. La Grande Loge nationale française. Et le Grand Orient, lui, il a longtemps été purement et seulement masculin. Et ça a été une longue bataille des gens qui étaient partisans de l'ouverture aux femmes pour finalement qu'il y ait une décision du convent qui a dit, ben oui, on va accepter l'initiation de femmes dans les loges. Au cours du livre, là, ce que je disais tout à l'heure, vous citiez le chirurgien, l'effervescent, le parrain, le shérif. En fait, à travers ces thèmes-là, surtout celui du shérif qui est étonnant, c'est pourquoi avoir donné ces noms-là à des personnes bien spécifiques. Ça, c'est un petit travers journalistique d'essayer de donner quand même plutôt le versant pittoresque. Et ces portraits... j'ai voulu montrer l'extrême diversité du recrutement maçonnique. Donc, à la fois social, politique, professionnel. J'ai voulu montrer, à travers à peu près une cinquantaine de portraits, la trame humaine, je dirais, de la maçonnerie. Oui, parce que vous évoquiez la mémoire de l'économiste Bernard Maris, du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Oui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Pourquoi avoir choisi ou intégré Beltrame et Maris, j'en parle dans l'introduction. Hein. Oui, mais aussi, je crois que à l'introduction du shérif aussi, si je dis pas de bêtises. Hop, on va le regarder. Oui, c'était juste en début sur le shérif. Avant Bernard Maris, tué dans l'attentat de Charlie Hebdo, là, effectivement, vous le renommez sur une affaire de Béziers. Oui, parce que effectivement, curieusement, il y a eu des francs-maçons qui ont été tués par des islamistes. C'est Bernard Maris, qui était un collaborateur de Charlie Hebdo, très grand économiste, a été tué par un islamiste. Également, Beltrame, lieutenant-colonel, a été tué par un islamiste à Bram, dans l'Aude. Et puis, il y a eu le premier, que je l'ai un peu ressuscité dans ce... c'était celui qui était directeur du cabinet du maire de Béziers, qui a été le premier franc-maçon, si j'ose dire, tué par un islamiste. Pour vous, est-ce que c'était aussi important de révéler ou souligner leur appartenance à la franc-maçonnerie pour leurs actions, parce qu'ils étaient quand même des personnalités marquantes? Là, vous voulez parler de ces personnages? Oui. Non, je pense que c'est très intéressant de savoir que Bernard Maris était franc-maçon, ce que beaucoup de gens ignoraient. Également le colonel Beltrame. Le colonel Beltrame, c'est assez troublant pour des catholiques traditionnels qui ont toujours considéré que la franc-maçonnerie, c'était l'ennemi. Et là, ils ont appris tout d'un coup que
un type qui était un colonel plutôt traditionnel, qui était en relation avec l'abbaye traditionnaliste dans les Corbières, je ne me rappelle plus le nom de la... Bon. Eh bien, cet officier-là était aussi membre d'une obédience, d'une loge, de la Grande Loge de France, donc spiritualiste. Donc voilà, c'est intéressant un peu de troubler les traditionnels clivages ou schémas. Qu'on imagine fermés. Alors que justement, aussi, ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que malgré des différences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient de pensée, puisque des loges parfois à tendance bien différente ou opposée, travaillent ensemble, pas forcément à succès, puisque vous parlez du rapprochement de Montpellier et de Sète à un moment donné, où des loges d'obédience, semble-t-il, bien différentes, ont cherché à travailler ensemble, pas forcément à succès. Mais est-ce que du coup c'était dû à un choix politique ou un choix de la franc-maçonnerie? Oui, c'est un mélange des deux, parce que ou tout simplement de l'humain. C'est une société humaine, donc il y a des ambitions, il y a des rivalités, et tout ça joue à travers des loges, etc. Et puis il y a ces différences assez essentielles entre le Grand Orient laïque et la Genève, qui ont été longtemps en concurrence. Il y avait la Genève, le grand maître était Stéphanie, n'avait qu'un objectif, c'était de dépasser le Grand Orient en effectif, et du coup de multiplier les recrutements et de recruter tellement à tout va que n'importe qui pouvait y entrer. L'un de ces recruteurs m'avait demandé, pour entrer à maçonnerie, il avait fait 40 recrues. Je lui disais, mais qu'est-ce que vous demandez aux gens? Un vrai club de foot, là. Ah oui, au-delà. Et il me dit, je pose une seule question, croyez-vous en Dieu? Et si vous croyez en Dieu, donc vous pouvez rentrer à la Genève. Voilà, c'était tout simple. J'ai envie de vous poser la question, au vu de ces échanges, mais finalement, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Puisque ça a l'air très complexe, très diverse. Oui. Alors, est-ce qu'il y a autant de... c'est vrai que c'est pas facile. De la facile. franc-maçonnerie que de franc-maçon. C'est une obédience humaniste, c'est gouverné par la discrétion, et qui recrute des gens qui, a priori, veulent... s'améliorer et améliorer la société. Voilà. Et à partir de là, ça ouvre un champ de diversité extraordinaire. D'ailleurs, on va bientôt conclure, avant que certains d'entre vous souhaitent peut-être poser une question ou deux. Oui. J'ai vu qu'à la fin de votre livre, en fait, comme une porte ouverte, mais laquelle, vous concluez en fait avec le passage sous bandeau d'un profane et qui raconte son initiation. Oui. Voilà, son initiation. Donc passage sous bandeau, si j'ai bien compris, il s'agit de la démarche qui permet de rentrer dans une loge franc-maçonne, et le passage sous bandeau, c'est ce moment particulier qui est décrit à la fin. Pourquoi avoir conclu sur ça? Ça donne un petit peu, presque par curiosité, envie de franchir le pas. C'est rigolo. Ah bon? Non, mais d'abord, c'est pas une conclusion. Hein. À la fin du livre, je donne un certain nombre d'annexes, de documents, et j'ai trouvé que cet ancien franc-maçon qui avait été initié dans une loge du droit humain à Bastia, en Corse, et qui a quitté la franc-maçonnerie comme s'il avait été dans l'erreur, pour se convertir, pour devenir un vrai catholique. Et il oppose aujourd'hui la religion catholique à la franc-maçonnerie. Il a écrit déjà plusieurs livres, il est de Narbonne, et moi j'ai été frappé par son récit d'initiation, parce que il y met de l'émotion, c'est vraiment pour lui ce qu'il a vécu, quelque chose d'extraordinaire, et voilà, mais c'est un témoignage, voilà, c'est dans la connaissance de la maçonnerie, il faut savoir que l'initiation, à la limite, c'est ce qui rassemble
tous les francs-maçons, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur orientation. L'initiation, c'est ce qui est commun. Et donc, qu'ils soient très spiritualistes, très laïques, etc., ils ont cette expérience. Est-ce que l'initiation est la même partout ou pas? Oui, dans les grandes lignes, oui. Oui. Il peut y avoir des aménagements, mais c'est le même rituel, le passage sous le bandeau, l'acceptation ou non. S'il n'y a pas d'acceptation de la loge, on est blackboulé. Le fameux blackboulé. Ouais. Donc, ça, pour moi, c'est peut-être la marque commune de tous les francs-maçons, c'est l'initiation. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser une question à Jacques Molena sur soit l'ouvrage, soit sur la franc-maçonnerie, soit sur des détails croustillants qui peuvent être enfin ou encore révélés, ou alors le plus sage est peut-être de se plonger dans l'ouvrage? Sur Montpellier, il y a une loge féminine. Oui. Il y a même plusieurs loges féminines. Il y a une obédience qui est la grande loge féminine. Et puis, il y a des obédiences. Il y a une obédience mixte qui s'appelle le droit humain. Et je crois même qu'il y en a une troisième mixte, oui. Donc, si vous souhaitez vous initier, vous avez. il y a le choix. L'ouverture semble exister. Montpellier, il y a 3000 francs-maçons. Hein. Récemment, il y a eu un bouquin qui a été consacré par d'ailleurs un dignitaire de la Grande Loge de France à la franc-maçonnerie montpelliéraine et qui montre c'est une histoire et en même temps on apprend beaucoup sur la sociologie des loges depuis 1740. Donc il a pointé toutes les loges qui ont fonctionné à Montpellier. Monsieur Jacques Molena, merci pour vos réponses. Merci aussi à Julie Déco pour l'aide apportée à la réalisation de ces rencontres autour du lexique amoureux de Montpellier. Je tiens à remercier particulièrement Radio Lodève et Anne pour l'enregistrement de ces rencontres. Merci aussi à la médiathèque de Lodève qui nous a accueillis lors de la présentation du lexique amoureux. Merci à Nathan pour les prises de vue et le montage qui suivra et la mise en ligne de ces rencontres. Vous pouvez réécouter cette rencontre sur les ondes de Radio Lodève et sur le site de la librairie www.1.1trait.fr. Merci et à bientôt. Merci.